Depuis 1980, il y a eu une libération des mœurs sexuelles, orchestrée autour des luttes sociales existantes, si bien que dès les années 90, un retour de bâton s'est passé autour d'une libération plus modérée et superficielle. Cependant, au même moment, Internet a commencé à apparaître, et très vite des plateformes de rencontres et de discussions sont apparues. 20 ans plus tard, on peut trouver un florilège de contenus sexuels informatifs et récréatifs sur la toile, qui eux-mêmes ont permis de démystifier la sexualité pour des millions de jeunes. Mais de nombreuses personnes sont inquiètes que des jeunes de plus en plus jeunes aillent sur Internet. Désormais, de nombreux enfants sont sur Internet à regarder divers réseaux sociaux et plateformes de vidéos. Autrefois, la tendance était de diviser les contenus entre deux catégories, pornographiques et non pornographiques. Le non-porno regroupant tout contenu, allant de trucs adaptés aux enfants jusqu'à des contenus suggestifs, voire légèrement érotiques. Mais depuis que des puritains ont avancé et pris contrôle de la modération de plateformes, cette tolérance s'est étiolée jusqu'à ce que tout doive être prévu pour des enfants de 13 ans, la norme PG-13, ce qui signifie que tout contenu sexuellement subjectif devrait être retiré. Ce courant d'opinion qui suggère qu'il n'y ait aucune chose qui soit à la fois innocente et perverse vient des religions monothéistes, quasiment depuis leur création, notamment le christianisme et le judaïsme, dont le clergé a l'intention et parfois la mission de mystifier la sexualité. La mystification de la sexualité vient du monde de gloire, où les hommes se sont rendus compte que tant que la femme est entre guillemets innocente, elle est vulnérable à un partenaire sexuel abusif, même débutant. Donc tant que la sexualité est mystifiée, le schéma de domination patriarcale se reproduirait au fil des générations de clash entre jeunes hommes entre guillemets cavaliers et jeunes femmes entre guillemets à marier. Dans notre monde de confort actuel, vu que la communication est plus élaborée et donc la mystification moins importante, la patriarchie utilise le délabrement de l'image de la femme et l'exposition massive de sa chair pour exciter encore plus les hommes dans une furie hétéronormative. Donc cette mystification de la sexualité tout comme l'objectification du corps de la femme cause une polarisation entre innocence et perversion, avec la patriarchie décidant de ce qui est pervers et de ce qui ne l'est pas. Bien sûr, ces décisions ne vont pas pénaliser les réels pervers, mais s'attaqueront immanquablement à ceux et celles qui voudront établir une sexualité positive, car la patriarchie est ennemie de cette dernière. Car il est difficile de parler de lutte pour une sexualité positive sans parler de la grande lutte pour l'altruisme. Les pervers psychopathes manipulateurs n'auront jamais de problème pour draguer et imposer leur sexualité s'ils sont assez doués. Surtout parce qu'entre guillemets leur sexualité se conjugue parfaitement avec les étiquettes utilisées par la patriarchie pour brasser les gens pour en faire des couples. Par contre, ceux qui sont appelés pervers par la société sont très souvent des gens oubliés de ce système, ou désétiquetés, des entre guillemets célibataires involontaires, qui tentent d'exprimer en toute innocence des besoins sexuels et des idées pour parvenir à les satisfaire, mais qui ont bien sûr beaucoup de mal pour trouver des espaces de discussion publics et non embarrassants pour le faire. Ces gens, dont la sexualité est en construction, en montrent les briques, les fétiches. Les fétiches sont simplement des goûts sexuels, tout comme chacun a des goûts esthétiques comme des goûts alimentaires. Ce sont simplement des manières d'appréhender l'univers ou la substance et définir sa propre vision sexuelle des choses, comme le permettent aussi plus vaguement les identités sexuelles. Les gens ne deviennent pas pervers en ayant davantage de fétiches que la moyenne, loin de là. Plus on en a, moins on sera obsédé par les plus forts d'entre eux, car certaines personnes sont plus ou moins sensibles à des fétiches, tout comme certaines personnes voient, apprécient et identifient des couleurs et pas d'autres. Les fétiches sont aussi des outils, pouvant être utilisés de manière innocente, neutre ou perverse selon la personne qui les utilise. Ainsi, un masophile innocent appréciera la mollesse de sa partenaire, mais un masophile pervers voulant attaquer sa proie se saisira de sa poitrine pour l'étouffer et littéralement traire sa résistance. Les fétiches sont aussi des appréciations des vulnérabilités d'autrui, de points faibles et sensibles pouvant amener le bonheur tout comme le malheur d'autrui. L'état actuel de ce qui est politiquement correct se résume à deux choses. Tout ce qui est identité sexuelle et de genre est correct. Ainsi, une personne avec une sexualité complète, qu'elle soit hétéro, homo ou bi, qu'elle soit trans ou pas, en clair, une personne avec une sexualité complète étiquetée sous un drapeau est innocente. Par contre, tout fétiche, du plus pervers au plus innocent, est considéré incorrect. Ainsi, toute personne avec une sexualité confuse et ou en construction est considérée comme perverse. En clair, le politiquement correct empêche la construction d'une sexualité positive en cherchant à rendre punitif et dévaloriser son processus de construction,
Ce qui, bien sûr, accompagne le message de la patriarchie. Si vous avez échoué à trouver un partenaire avant 25 ans, c'est que vous avez trop réfléchi à votre sexualité et trop résisté à notre hétéronormatisme. Donc vous resterez seul pour toujours. Et donc, ces gens qui ont trop réfléchi à leur sexualité sont catégorisés par leur sexe, soit comme célibataires involontaires, soit comme féministes. Ces dernières ayant osé réfléchir à leur sexualité et prendre la possession de leur propre corps au lieu de devenir des objets. Du côté masculin, certains d'entre eux se sont regrettablement mis à rejeter la faute sur la femme au lieu de la patriarchie ou du système, par manque d'esprit critique quant aux autorités et aux codes sociaux. Cependant d'autres persévèrent et finiront par en déduire davantage de la cruelle vérité derrière leur célibat, et petit à petit se mettent comme moi à dénoncer l'injustice dont ils sont victimes. La sexualité entre guillemets libérée n'existe pas. Les masses sont simplement embrigadées dans des mouvements de brassage de foule pour créer des couples, alors que d'autres gens se retrouvent plus tard par le biais d'étiquettes populaires. Une large majorité de ceux qui vivent dans une sexualité ne vivent pas celle qui leur correspond, mais un automatisme créé par le système pour distraire et motiver les gens à travailler davantage. Heureusement, les célibataires involontaires ne sont pas seuls. Comme on peut le constater, de nombreuses créatrices d'ASMR se dédient à les consoler en masse et à aider à la reconstruction de leur estime d'eux-mêmes. Éventuellement, des gens comme moi répondront et ou établiront des projets constructifs pour lutter contre la répartition injuste de l'amour et enfin accéder à ce dernier. Le monde amour ferait disparaître le célibat involontaire, alors que la compétition serait remplacée par le respect de l'unicité de chacun. Ainsi, même le plus moche et le plus inintéressant pourra bénéficier ne serait-ce qu'un peu d'amour érotique et d'attention, ce qui le rendra respectablement et inévitablement plus valide et plus ambitieux, et donc capable de développer sa personnalité et ses intérêts, et donc devenir plus beau et plus intéressant, et enfin accéder à son potentiel étouffé.